Bonjour tout le monde, on Bonjour est tout le monde. Populaire Club, on est Salomé et Iris. On a lancé ce podcast il y a 8 mois maintenant. Et là, on comprend pas trop pourquoi on se retrouve à faire ça, parce qu'à la base, c'était vraiment un truc de canapé, donc voilà. Mais on est très contente. Le principe du podcast, pour ceux qui nous connaissent pas, c'est qu'on regarde des films, des séries, et on en parle vraiment en toute subjectivité. On se considère pas du tout comme des critiques de cinéma, mais plutôt comme deux meilleurs amis qui sont un peu trop obsédés et obsessionnels sur la vie des personnages des films. Et voilà. Et on l'a créé vraiment parce que on est devenues copines, parce qu'on avait les mêmes rêves et on en avait un peu marre que les gens au dîner, pas forcément nos rêves de pop culture, et on s'est dit mais en fait ça va être un moyen de connecter avec d'autres gens, et c'est le cas. Donc voilà, on est trop contente. Et aujourd'hui, on va vous parler de La La Land. Alors, merci à Bang & Olufsen de nous inviter pour La La Land. Donc, pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous l'avez vu si vous venez ici, ou alors vous venez le découvrir avec nous. C'est un film qui a été réalisé par Damien Chazelle. Le chef-op, c'est Linus Sandgren. J'ai hésité à le dire avec l'accent pendant longtemps, et je me suis dit que c'était mieux, mais voilà. Et la musique, c'est son pote Justin Hurwitz qui l'a fait. Donc le scénario, c'est Mia, qui est jouée par Emma Stone. C'est une serveuse sur les plateaux de la Warner, et en fait elle enchaîne les castings, elle n'y arrive pas, et du coup elle accumule les échecs, et elle rencontre Sébastien. C'est un pianiste de jazz passionné, et lui son rêve c'est un peu d'ouvrir un club de jazz, sauf que plus personne n'écoute de jazz, c'est un peu ça le problème. Et ils vont se rencontrer et commencer à avoir une histoire d'amour assez passionnelle, mais qui va être un petit peu mise en jeu à cause de leurs ambitions et de leurs rêves respectifs. La La Land, c'est un truc qu'on a aimé beaucoup, mais aussi c'était un film qui était assez challengeant, parce que en 2016, qui voulait produire une comédie musicale ? En 2016, à Hollywood, les budgets ils étaient vraiment autour des films de super-héros, et si c'était une comédie musicale, c'était surtout des reprises de trucs qui existaient déjà. Ouais. Donc un mec qui arrive avec cette comédie musicale, c'est assez couillu, je vais dire. Et en fait, Damien Chazelle, il est arrivé avec son pote Justin Hurwitz, et ils ont décidé de faire ce truc qui est bourré de références. Et pourquoi on l'aime autant ? C'est parce qu'en fait, on reconnaît toutes ces références tout au long du film. Donc là, il y en a plein. Par exemple, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, tous les films de Jacques Demy, on les retrouve directement dès la scène d'entrée, dès la scène de fin aussi, où en fait, il y a un mash-up de toutes ces musiques, les pas de danse, la manière de réaliser. Il y a Singing in the Rain, bien sûr, qu'on connaît vraiment dans les chorégraphies, c'est exceptionnel. Et les films de la Nouvelle Vague, apparemment Damien Chazelle a demandé aux compositeurs de regarder tous les films de la Nouvelle Vague. Là, les points communs qu'on va voir, c'est surtout les histoires d'amour qui sont en fait mises en jeu à cause de l'ambition, mais aussi habiter la ville. Ça, vraiment, tu vas le voir dans les films de la Nouvelle Vague. Et bien sûr, on va reconnaître des petits clins d'œil à Whiplash, qui est un film exceptionnel que le réalisateur a fait quelques années avant. Ça, tu le vois dans les mouvements de caméra, j'adore. Quand tu vois la caméra qui tourne comme ça. J'ai pas vu Whiplash. Non. Non, j'avais genre pas vu La La Land avant il y a 2 semaines, genre just so you know. C'est exceptionnel. Il y a des mouvements de caméra qui sont géniaux. D'ailleurs, tu vois vraiment dans le making-of qu'il y a un mec qui est un peu comme un chef d'orchestre qui, chaque temps avant, demande à la caméra de tourner. Et c'est trop stylé. C'est pas les mêmes chefs-op, mais tu vois vraiment plein de trucs en commun. Toi, Iris, par exemple, c'est quoi les rêves que t'as vus Du coup, moi qui connaissais pas trop l'univers de Damien Chazelle, en fait, je venais de voir un autre classique que j'avais pas vu, de Mulholland Drive. Et j'ai grave retrouvé ce côté casting à Hollywood, les trucs où elle arrive jamais à aller au bout, et même genre vers la fin du film, j'ai vu ça. Je me rappelle, là, il y a eu Cannes récemment, et il y a Isabelle Huppert qui a remis le César d'honneur à Barbara Streisand. Et elle expliquait après, dans une vidéo, Barbara Streisand, que devant, chez elle, il y avait en fait un cinéma où elle allait voir des films et tout, et ça m'a fait penser beaucoup à l'histoire de Mia. Mais non, ouais, ça m'a fait penser à quand j'étais petite, que je regardais Chantons sous la pluie. Enfin, en vrai, globalement, ce film, je trouve que c'est un bonbon. Je l'ai adoré. J'ai pleuré pendant genre 30 minutes après, mais bizarre. Genre un peu trop. Enfin, c'était trop chelou. Et oui, peut-être qu'en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ce que ce film, d'après nous, dit sur LA, sur le rêve, et ensuite, on va parler de leur histoire d'amour, parce qu'on veut quand même parler de ça en vrai. Moi, j'ai aimé le côté un peu de Gatsby. Et à un moment, il dit cette phrase célèbre qui est « In LA, they worship everything but they value nothing ». Et genre, j'ai l'impression que c'est un peu le LA qui nous est donné à voir, nous, enfin... D'ailleurs, je suis déjà allée à Los Angeles. Oh. Mais oui, c'est vrai. Wow. T'es déjà allée à Los Angeles ou pas ? Oui, madame. C'est vrai ? J'y suis allée.
En fait, on se connaît pas, on vient de se rencontrer. Mais en fait, genre, il y a un truc quand même dans tous ces films où ça a l'air d'être une ville qui déshumanise complètement. Enfin, ça a l'air d'être une ville où c'est l'American Dream, tu dois le suivre, etc. Mais oui, voilà, they worship everything but they value nothing. Et je pense que c'est hyper important de garder ça en tête parce que c'est là-bas que sont nées une tonne d'histoires et d'idées et de rencontres. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est un endroit où ce qu'il y a de plus essentiel, c'est-à-dire le rapport humain est genre complètement dead, tu vois. Non, mais en fait, le rêve américain, quoi. En fait, ce truc de, est-ce que toi, tu serais capable d'arriver, te lancer à LA, dans cette ville, en fait, qui est très peu humaine, d'arriver où tu dois conduire 2 heures pour aller au supermarché, tu vois, enfin. En vrai, vu que je viens d'avoir le permis, oui. Non. Moi, je trouve ça horrible et je trouve que c'est hyper dur, en fait, de se lancer déjà dans une ville, d'habiter la ville et d'essayer d'avoir un rêve et de le réaliser, c'est hyper dur. Et à LA, t'as l'impression d'être 1000, t'as l'impression qu'il y en a des milliers de milliards. Rien qu'à Paris, moi je veux être actrice, j'ai l'impression qu'il y en a des milliers qui veulent essayer d'y arriver. Que en fait, Mia encore en plus, c'est quelqu'un qui a des castings. Non, mais il y en a plein. En fait, la grande majorité, 99% des femmes n'ont pas de casting. Donc c'est un truc où je trouve que c'est une ville en fait hyper effrayante. Moi, j'ai l'impression que si j'allais à LA là, je me mettrais aucune limite. Je serais un peu en mode. Moi, j'aurais peur de me noyer. Non, je suis sûre, je pense que à LA, on aurait une place. Je pense qu'on aurait une place. Je pense qu'on serait invité dans la maison des Kardashians. En tout cas, j'espère bien. Ça serait mon rêve. Mais non, j'irai pas à LA pour vivre mon American Dream parce que j'ai mon dream avec toi ici. Voilà. Il y a un truc aussi, je trouve, qu'ils accompagnent pendant tout le film. C'est cette musique qui va aussi beaucoup, en fait, qui est bien sûr vachement liée en fait à l'idée qu'on se fait d'LA. T'as raison avec Gatsby. En fait, je trouve qu'il y a vraiment un lien. Et c'est un film qui a tellement de théories autour de la musique. Bon, déjà, on va en parler, mais moi, il y a une théorie que j'ai lue récemment qui me passionne sur La La Land. En gros, c'est que il y a ce thème qui est le thème de Mia et Seb, qui est ce piano assez doux. Et en fait, je sais pas si vous voyez, il y a cette scène où Seb se fait virer du restaurant dans lequel il joue parce qu'il joue cet air-là. Il y a une scène après où en fait Mia va être au restaurant avec sa belle famille, avec son mec qu'elle aime même plus, et elle va entendre cette chanson. Et il y a des théories qui disent qu'en fait, il y a que eux deux qui l'entendent cette musique. En fait, les autres entendent du jazz, mais en fait, Mia ne connaît pas le jazz. Et en fait, il y a que eux deux qui l'entendent, il y a que eux deux qui la vivent. Et ça, je trouve que c'est une théorie qui est déjà trop jolie. Ouais, et tu l'entends dans toute la ville. Et du coup, il y a cette musique qui va venir pendant tout le film. Toi, tu m'avais fait remarquer que c'était un film qui était très, en fait, coupé en deux. Il y a un œil qui se referme. Oui, il y a l'œil de Hollywood l'œil du cinéma qui se referme au milieu du film. Donc, on est au début dans un film classique hollywoodien. En vrai, il tombe amoureux. Ça pourrait se terminer comme ça. Et on est sur de la musique en accord majeur, avec la musique du planétarium quand ils y vont, qui est genre la même adaptation du thème où ça monte vraiment. Ça commence en fanfare comme les Demoiselles de Rochefort. Et surtout, il y a un truc où on sait qu'on va rentrer dans le rêve parce qu'on est dans un embouteillage, donc qui est quand même la pire situation possible et le pire truc de LA ou du monde. Et t'es dans un embouteillage et la musique est dingue et tout le monde est joyeux et il y a une tonne de couleurs. Par ailleurs, ils ont vraiment bloqué l'autoroute. Ah ouais? Ouais. Et ils ont dû s'entraîner dans des studios, donc ils ont reproduit genre dans des immenses studios avec les voitures, mais ils ont vraiment bloqué l'autoroute pour faire cette scène, donc c'était genre hyper intense et sport. Je serais indignée. Ils avaient le droit de le bloquer pendant genre vraiment pas très longtemps. Oh là là. Et ensuite, donc t'as cet œil qui se referme, donc une fois qu'ils sont amoureux. Et ensuite, il y a un peu la désillusion, donc la deuxième partie où en fait ça va être plus difficile que ce qu'ils pensaient. Il suffit pas d'être amoureux pour vivre son rêve. Et là, on part dans de la musique avec des accords beaucoup plus mineurs. On introduit aussi, lui, il commence à travailler avec l'autre groupe. Ouais, il commence à rejoindre. En fait, il commence à abandonner son. Lui, c'est vraiment un rêveur. Il veut vraiment ouvrir son club de jazz. C'est vraiment un pur et dur, hyper fidèle à ce qu'il est. Et en fait, il va rejoindre le groupe de John Legend. Ouais. Et ça va lui rapporter du fric. Ça va lui permettre de vivre. Mais en fait, il va plus être si fidèle. Ça va sonner faux surtout. La musique qui joue, elle est pas plaisante, elle est pas agréable. Et il y a cet embrouille dans la deuxième partie du film où en fait ils sont en train de se fighter au dîner et il y a tout d'un coup le four qui sonne. Et donc là c'est genre un bruit du quotidien qui en fait était tout le temps beau dans la première partie du film
et qui tout d'un coup vient, en fait c'est la routine qui vient s'installer et on n'est plus capable d'entendre la musique, on n'est plus capable de rêver, mais par contre on est capable d'entendre des bruits horribles. C'est incroyable dans un film comme ça, dans une comédie musicale où tout est parfait, que tout d'un coup on ait 30 secondes de... C'est genre horrible. Moi j'étais choquée, enfin je me disais mais justement, merde. Est-ce que tu as des exemples dans ta vie de trucs comme ça qui peuvent t'arriver, de bruits qui te montrent en fait le côté dramatique en fait d'une situation? Moi je vis grave ma vie avec une playlist. Genre j'aurais pas dû mais je suis sortie hier soir. Et du coup j'étais quand même un peu stressée de venir ici et j'ai une playlist pour ces moments-là qui s'appelle Flybirds et c'est genre en mode je marche avec. Pardon? Et je te jure meuf. Et c'est de la musique qu'avec du very low BPM et très peu d'instruments et je marche avec ça et pareil quand je suis en rupture, moi j'ai besoin de consommer ma rupture, j'ai besoin d'écouter tous les albums de rupture possibles et inimaginables jusqu'à ce que je sois plus en rupture, tu vois ce que je veux dire? Genre 6 ans après quoi. Mais, sans musique, je me sens pas très bien. Mais par contre, random. Et toi? Mais moi aussi, en fait, je réalise que l'humain est un peu sadique parce que c'est un peu une réaction marrante d'être triste et de vouloir être encore plus triste. Genre, je suis bien triste si je me mettais un bon stay de Rihanna. Là, et tout. Genre, c'est un peu sadique, c'est un peu bizarre l'humain quand même. Et d'être après, on va dire, ok, c'est un peu, c'est animal, c'est drôle. Ouais, en vrai. Mais oui, du coup, il y a vraiment ces trucs que tu souhaites accompagner. Mais c'est marrant en fait, le pouvoir de la musique. Peut-être que j'enfonce une méga porte ouverte en disant ça. Mais on adore faire ça hein, dans le podcast. On méga si vous écoutez, on adore. Ce truc aussi de, tu veux te mettre de bonne humeur, vas-y, écoute une musique, essaie de te mettre dans ce truc-là. C'est un changement de mood quand même qui est incroyable et je trouve que ce film il le montre très bien. Ouais, de ouf. Bon allez, on parle de leur histoire d'amour. Ouais, on parle de leur histoire d'amour. On s'est fait des fiches trop belles. Ouais. Oui, pour ceux qui nous écoutent, parce que cet épisode va sortir dans une semaine sur Spotify et sur toutes les plateformes, vous pouvez mettre la vidéo, on a mis des vraiment très belles fiches. Mais d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, sachez qu'on est devant des gens là. Leur histoire d'amour. Ah ouais, j'adore comment ils se rencontrent. Donc... Au début, ils sont dans les bouchons et elle fait quoi? Elle reçoit un appel pour un casting ou je sais pas quoi et du coup, elle met du temps à démarrer et juste il passe à côté d'elle, il lui fait un gros doigt donc c'est juste le film parfait, tu vois, en termes de rencontre. Ensuite, comme par hasard, elle le recroise dans un jazz bar après une soirée où elle a croisé personne. Et après, donc elle est dans le jazz bar et lui, mais du coup, ça va pas avec ta théorie, Salomé. De quoi? Parce qu'elle entend la musique, lui, il l'ignore, donc en fait, il la voit pas. Donc en fait, comment il a pu jouer la musique pour elle s'il la voit pas? Mais c'est parce qu'il l'a jamais joué en fait, parce qu'en fait, il y a pas de raison valable. Le thème de Mia et Sébastien, c'est un thème qui est doux. Pourquoi il se serait fait virer pour ça en mode mais quelle honte de jouer ça? Alors genre en fait je pense que le mec il a fait un boucan de jazz et que elle entend ça parce qu'elle est tellement amoureuse de lui depuis le début. C'est trop mignon. Et c'est pour ça que quand elle est dans le restaurant, pourquoi est-ce que sa musique jouerait sur l'enceinte vu que ce mec est inconnu au bataillon? Non mais oui t'as raison. C'est pour ça qu'elle se barre en fait quand elle est au restaurant avec son mec dont elle s'en fout, elle entend du jazz et en fait quand elle entend le jazz, elle entend Sébastien, elle dit faut que je me barre. Ah ce dîner là, oui t'as raison. Ouais. Ok, make sense. Ok. Donc ils se rencontrent et après il y a cette scène qui est trop iconique où elle va à une soirée à Los Angeles un peu en pleine journée. Il est en train de jouer avec son omnicorde là, je sais plus ce que c'est. Elle demande à jouer Iran. Et donc en gros c'est genre en mode je fuis et elle se met à danser, je sais pas, elle est genre de manière assez insolente. Ouais. Et elle est face à lui et là je trouve qu'elle nous donne la meilleure leçon de drague. T'en penses quoi? Genre déjà elle force, c'est genre la 3e fois qu'elle essaye, elle est encore là, je trouve ça plutôt admirable. Et après, quand ils sont devant le planétarium, elle est en mode je ne suis pas intéressée par toi. C'est je veux te briser le cœur. Mais c'est marrant, mais en fait c'est marrant parce que c'est bizarre que la drague aujourd'hui, aujourd'hui, depuis qu'on est petit, non, j'ai l'impression que depuis qu'on grandit, on n'ose plus se dire ok, tu me plais, faisons un truc ensemble. Mais là, la drague, c'est what a waste of a lovely night. Mais on ne se plaît pas, cette soirée, elle serait magnifique si on se plaisait. Mais en fait, le truc, c'est que tu me plais pas et que c'est comme ça. Et en fait, c'est une manière de se draguer aujourd'hui. On a grandi. C'était plus facile pour nous de rencontrer des gens et de dire genre, c'est fou comme tu me plais pas, plutôt que de se dire en fait, j'ai envie d'avoir un truc avec toi. Oui, c'est vrai. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a un truc aussi où elle est courageuse, tu vois, de se mettre à danser toute seule devant eux. Hier, du coup, j'étais en boîte. C'est la meilleure soirée. Non, mais ça me fait penser que personne dansait. On était, je sais pas, les gens se regardaient un peu. Il y avait pas de vibe alors que la musique, elle était trop bien. C'était un peu rock'n'roll et tout. Et moi, j'étais avec une meuf. J'avais un peu envie de, tu vois, qu'elle me remarque. Et je me mets un peu à danser et je pense à Mia parce que je pense à... Et en fait, j'ai vite baissé les bras, quoi. Genre, je me suis mise à bouger et j'ai vite baissé les bras. Il y a un truc qui est très intimidant dans le fait de...
Non, ouais, dans le fait de lever les bras, non, mais dans le fait de se mettre à danser et pour séduire quelqu'un, et t'es face à l'autre et il comprend pas trop ton mouvement, et moi je me regarde beaucoup et j'ai beaucoup aimé, j'ai l'impression qu'elle ne se regarde pas tant. Et donc en fait ils vont tomber amoureux et après ça, ils vont connaître le rêve de l'un et de l'autre et ils vont vouloir se pousser dans leurs rêves, et il va y avoir ce moment où en fait elle va lui dire, et ça m'a un peu brisé le cœur, non mais tu peux pas appeler ton restaurant ou ton bar Chicken Stick Shop, je sais plus ce que c'est, il faut que t'appelles ça Sabs. Ouais. C'est ça. Et en fait, ça m'a fait penser, j'ai l'impression qu'à la fois, ce film, il est fait pour dire que c'est plus facile de vivre son rêve quand il y a quelqu'un qui y croit avec toi, surtout dans une ville qui est aussi lonely que Los Angeles, ou de manière générale, enfin, regarde, nous, à deux, le podcast, c'est plus simple. Ouais. Et trop mignon. Mais d'un autre côté, j'ai un peu l'impression qu'il y a un truc où ça fonctionne pas, parce que chacun intervient peut-être un peu trop dans le rêve de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, est-ce que jusqu'où, quand t'aimes quelqu'un, que ce soit un ami ou un partenaire ou ton amour, tu penses, orienter son rêve sans le déformer? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as le droit de dire oui, l'appelle pas comme ça? Tu vois? Je pense qu'il y a un truc qui est hyper important, surtout en tant que partenaire, et quand tu sais que tu as un partenaire qui a un rêve absolu, c'est de pouvoir le remonter vers le haut, mais sans en effet trop le déformer, comme tu dis. Mais là, le problème, c'est que elle va le biaiser, son rêve, depuis le début. Elle va dire qu'il est nul, elle va dire qu'elle ne comprend pas pourquoi il fait ça. En fait, ils ne comprennent pas chacun leur rêve, c'est du chinois l'un pour l'autre. Ouais, c'est vrai. Il ne comprend pas, il ne comprend pas pourquoi elle devient actrice, il comprend pas pourquoi elle a envie d'attirer l'attention sur lui. À un moment, ils ont une dispute, genre elle dit mais tu vas avoir attention sur toi, il fait genre mais genre look who's talking, t'as envie d'être actrice, genre t'es ridicule. Ouais. Et il y a un truc où ils se comprennent pas, et c'est pour ça pour moi d'ailleurs qu'ils vont pas réussir à s'accompagner dans leur vie commune et se monter vers le haut, parce qu'en fait ils pouvaient pas s'accompagner dans leurs rêves. Il faut, je pense, être avec quelqu'un qui est assez à l'aise avec. En fait, je pense que c'est assez dur d'être deux grands rêveurs artistiques en couple. Je pense que c'est très douloureux. Ouais. Moi, je pense que je pourrais pas être avec un grand rêveur artistique, ça me rendrait folle. T'as besoin de quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre un minimum, tu vois. Ouais, possible. Je pense que ce serait un peu catastrophique. Oui. Non, mais oui, ce serait catastrophique. Non, mais du coup, ça me fait penser que j'avais pas pensé à ça, au fait qu'elle comprenait pas son rêve. Et en fait, tu sais, moi, je l'ai vécu quand j'ai regardé le film, quand il se met à être avec le band et qu'au final, il veut partir en tournée pendant genre 2 ans et tout. Je me dis, mais il est pas cool, enfin, tu sais, je suis en mode... moi, je suis en mode fonce. Moi, je suis en mode, il faut qu'il revienne à LA. Et en fait, tu sais, il lui dit, mais tu m'as pas accompagné dans mon rêve. Et là, je l'ai atteint, etc., mon rêve à ce moment-là. Et c'est vrai que maintenant, que tu le dis comme ça, je pense qu'il s'est senti un peu dénigré dès le début dans son truc. Alors que moi, je le trouvais hyper coupable, en fait. Il est dénigré parce qu'en fait, il entend sa petite amie au téléphone avec sa mère en train de dire « Ouais, mon mec veut ouvrir un bar. Oui, » c'est vrai. Et il entend pas la mère, mais on entend que la mère, elle est vraiment en train de dire « Mais c'est quoi cette histoire, de quoi tu parles ? Enfin, c'est trop bizarre son truc et tout. » Donc je pense qu'il se dit « Bon, en fait, là, faut que je fasse du fric et tout. » Enfin, il a essayé en fait de s'adapter à elle sans qu'elle lui demande. Et c'est là en fait, je pense qu'il y a eu un manque de communication dans ce couple, je trouve. Oui. Mia et Seb ne communiquaient pas assez, et c'est pour ça qu'ils se sont séparés. C'est que il a essayé de répondre à une attente qu'elle n'avait jamais demandée. Et aussi parce que c'est des grands frustrés. Ils veulent tous les deux être artistes. Il y a cette chanson, moi, qui m'a préférée du film, qui s'appelle Someone in the Crowd. C'est Mia qui veut rentrer chez elle, qui veut rester chez elle parce qu'elle est déprimée, parce qu'elle a 0 casting. Et il y a ses colocs qui veulent aussi être des actrices, qui lui disent mais viens à cette soirée, il pourrait y avoir quelqu'un. Et en fait, il pourrait toujours y avoir quelqu'un dans la foule qui te remarquerait. Et pour moi, ça, c'est le drame du métier artistique. Quand est-ce que tu peux l'arrêter ? Il y aura toujours quelqu'un dans la foule, tu dois toujours sortir, tu dois toujours aller à une soirée, même quand t'es crevé. Peut-être qu'il y aura cette personne qui fera la différence. Moi, je vais être actrice, par exemple, le nombre de gens qui me disent « Mais tu sais pas, Louis de Funès a réussi à 40 ans, à 50 ans. » Ah, c'est vrai, il y a des gens qui te disent ça ? Mais oui. C'est hilarant. Quand est-ce que tu peux abandonner ton rêve ? Quand est-ce que tu peux te dire « Ce soir, je peux rester chez moi ?» Quand est-ce que tu peux faire ça ? En fait, c'est impossible. Il y a ce truc où c'est épuisant et tu ne sais jamais en fait quand t'arrêter. Où est la limite ? Quand est-ce que je peux dire stop à mon rêve ? Quand est-ce que je pense que je pourrais dire stop à mon rêve et ne pas le regretter à 80 balais ? Et c'est épuisant pour moi ce truc, et c'est le drame du métier artistique, c'est qu'en fait je pense que tu sais jamais quand dire stop, même en termes de formation, en tant que comédien, en tant que musicien, en tant que tout, je pense que tu n'auras jamais fini ta formation, tu auras toujours une école à faire, toujours des masterclass, toujours des trucs. C'est épuisant en fait, c'est pas un truc avec un mode d'emploi et il y aura jamais de fin. Parce que ils ont cette conversation eux où ils disent
en fait, on arrête de rêver à partir du moment où on devient adulte. Et là, il est temps de devenir adulte. C'est très triste, je trouve. Je me rappelle cet été, mon père, il me parlait d'un philosophe, mais je sais plus lequel, où il me disait que les adultes, c'était des enfants qui jouaient à être sérieux. Ouais. Et après, bon, eux, ils doivent surtout bouffer. Enfin, tu vois, genre, ils ont la dalle. Je trouve ça un peu triste d'arrêter de rêver parce que tu deviens adulte. Enfin, je sais pas. Bah pour moi, c'est le contraire de l'artiste et je trouve que c'est le truc dans toutes les écoles de théâtre, on n'arrête pas de nous le mettre en avant. L'artiste, c'est l'enfant en toi et c'est pour ça que c'est hyper dur parce qu'à la fois tu dois grandir, tu dois te former à être artiste, mais à la fois il faut absolument rester hyper proche de cet enfant qui joue. Et qui joue la comédie, qui joue d'un instrument, qui joue ça, qui est capable en fait d'avoir la spontanéité, de pas trop se regarder en fait. Et en fait là pour moi le problème c'est que il perd son enfance en fait au bout d'un moment, Seb. Ouais, complètement. Je suis d'accord. À la retrouver au bout d'un moment. On arrive à la fin du film. La fin du film qui est exceptionnelle. C'est trop bien. Après, trop envie d'écouter peut-être vos théories juste sur la fin du film. Ouais. En vrai. Alors, du coup, je fais un grand saut. Désolé, énorme spoiler alerte pour ceux qui l'ont pas vu. Mais non, mais vous l'avez vu. Ok. Ils se séparent, ça ne marche pas du tout. Et il y a un espèce, en gros, Mia a un énorme casting. Il y a un saut de 5 ans dans l'histoire. Elle est devenue actrice à Hollywood. Il y a cette scène un petit peu kiffante où elle va prendre un café là où elle bossait avant et ils refont exactement la même scène en mode on vous l'offre madame. Enfin, elle est devenue hyper connue. Elle est avec un mec. Elle est trop bien cette scène. Elle est trop bien. Ouais. Elle est avec un mec avec qui elle est hyper heureuse. Elle a l'air, en vrai, vraiment, elle a l'air d'un couple sain. Elle a un enfant. Ouais. Et il l'enfant est arrivé un peu vite, je trouve. C'était un peu en mode 5 ans. 5 ans. Chelsea. 5 ans. Elle a ça va. On dirait qu'elle a 4 ans. Non, elle a 2 ans. Bon. Ça m'a énervé. Bref. Et du coup, elle rentre de tournage et ils vont aller dîner avec son mec. Ils vont s'arrêter devant un jazz bar. Il lui dit viens, on va prendre un verre. Le jazz bar, il est complet à bloc. Il cartonne. Et en fait, c'est le jazz bar de Seb qui est en train de jouer. Leurs regards vont se croiser. Il l'a appelé Sebs. Il l'a appelé Sebs, comme elle l'a demandé. Leurs regards se croisent. Et là se passe une scène absolument magnifique. On ne sait pas vraiment, il y a plein de théories, mais moi je pense, on voit tout ce qu'aurait été leur vie ensemble si la vie leur avait souri à tout. Parce qu'en fait, là le film pour moi nous montre que s'ils étaient restés ensemble, ils n'auraient peut-être pas réussi. Il nous montre une scène, enfin un enchaînement de scènes. Si la vie avait souri à tout de A à Z, si la pièce était complète à bloc, si lui il avait marché depuis le début, ils auraient eu des enfants et tout. Et en fait, il nous présente un peu une espèce de théorie où on sait pas, mais un espèce de rêve. Ouais, c'est un et si. C'est ça le côté un peu. Ça m'a un peu fait penser en vrai à la fin de Mulholland Drive. Moi, ça m'a donné comme impression, c'était qu'on a été dans une illusion depuis le début. J'ai pas cru au fait qu'elle était devenue une grande actrice, j'ai pas cru au fait que quelqu'un l'avait rappelée. Ah, tu penses que c'est faux ? Ouais. Oui, pour moi, enfin, ma théorie, comment je le vois sur la fin, c'est que ce qu'elle a vu là, en étant dans le bar, c'est peut-être une forme de vie qu'elle a eue avec lui, mais enfin, tout ça est que du rêve parce que, en fait, ils ne peuvent pas arrêter de rêver, ils ne peuvent pas arrêter d'être artistes comme pour reboucler la conversation qu'on a eue juste avant. Je sais pas, moi je l'ai vu comme ça. Ah, moi je l'ai grave vu en mode... vu comme ça, ouais. Non, ouais, moi je l'ai vu en mode tu recroises ton ex, c'était en mode ah tiens, si ça avait marché. Moi parfois les scènes sont horribles, genre, oh là là, la race rage. Mais tu sais, tu fais un peu les scènes en mode voilà. Je sais pas, je l'imagine comme ça. Ouais, je sais pas. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve pour la semaine prochaine pour un épisode spécial Pride. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Voilà. Bisous!